Voilà, bonjour à tous. Eh bien, c'est le premier grand jour du carnaval. Vous le savez, hier, c'était déjà défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre. Vous avez dû voir un peu cette foule importante. Et puis, parallèlement, aujourd'hui, eh bien, à Basse-Terre, en ce moment même, se tient le défilé des marchandes. Chaque année, le carnaval à Basse-Terre fait un défilé pour les marchandes. Et puis, ce soir, il y aura deux rendez-vous à ne pas rater. Le rendez-vous de Saint-François habituellement, et puis celui du carnaval nocturne à Basse-Terre. Et puis je vous rappelle que demain et mercredi, nous ne serons pas là, nous serons au carnaval. D'ailleurs, Canal 10 est en direct du carnaval depuis tous ces jours, et donc vous aurez l'occasion de voir un petit peu tout ce qui se passe. Mais cela dit, en dehors du carnaval, il y a autre chose en Guadeloupe depuis déjà quelques jours, plus d'une semaine, le mois de l'Afrique, puisque vous savez que depuis le 2 février jusqu'au 3 mars, on va recevoir ici un certain nombre de personnalités africaines. Nous avons déjà reçu Kémy Seba, Madame Barry, et aujourd'hui nous recevons Marie Da Silva d'origine africaine, guinéenne exactement, et qui va animer un atelier demain. Nous allons tenu à la recevoir aujourd'hui pour parler un peu de cet atelier de résistance au racisme dans le travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est quoi exactement votre fonction? Parce que j'avoue que c'est un peu surprenant comme... Oui, alors en fait, si je devais définir ce que je faisais, je dirais que je suis coach stratégiste, oui. C'est-à-dire que mon travail à l'heure actuelle est de coacher des femmes noires oui. dans leur espace travail et de les accompagner dans toutes les problématiques qu'elles peuvent rencontrer au travail. Ça va être par exemple un problème salarial. Après, ça peut aller plus loin comme des problématiques de harcèlement moral ou sexuel dans certains cas. Alors uniquement les femmes noires ou bien les femmes africaines ou d'origine africaine? Alors je dirais femmes noires, donc ça peut être femme africaine, ça peut être femme antillaise, enfin afrodescendante je dirais. Afrodescendante. Ouais. Alors quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus souvent? Le plus souvent ça va être des problématiques de harcèlement. C'est-à-dire que ce sont des personnes minoritaires qui travaillent souvent dans des espaces majoritairement blancs. Oui. En tout cas, quand je travaille en France, je pense que la problématique ici sera différente dans la mesure où on n'est jamais en Guadeloupe, je pense, le seul noir à travailler au bureau. On a d'autres collègues noirs normalement. C'est pas tellement différent. Hein. Ah, ne vous faites pas d'illusions. Hein. On est encore un pays colonisé, donc avec tout ce que ça suppose. La colonialité va peut-être se situer ailleurs dans le sens où peut-être que le chef d'entreprise sera lui toujours, ou l'employeur sera peut-être lui. Vous savez, c'est quelquefois pas la couleur de la peau qui détermine le fonctionnement des gens. Alors, les problématiques de harcèlement, bien sûr. Tout à fait. Et comment vous intervenez alors? Alors moi, j'interviens au niveau stratégique. C'est-à-dire que je réfléchis en termes de voici une crise, comment on sort de la crise? Et donc déterminer avec ma cliente le plus souvent les étapes qu'elle va devoir réaliser pour sortir justement de cette situation. Et il y a tout un volet, il y aura tout un volet effectivement, comment j'affronte en fait la personne qui me harcèle. Il y a ce volet-là, mais il y a aussi parfois une partie légale et psychologique. Alors, je vais vous donner un exemple historique et récent sur lequel j'imagine vous n'avez pas dû intervenir. Qu'est-ce que vous auriez fait si Rokhaya Diallo était venu vous voir quand on l'a viré du cercle numérique? Alors là, c'était, j'ai découvert aussi l'affaire. Non, effectivement, je suis absolument pas intervenue dessus. Bon là, c'est pas une problématique qui entre dans votre champ. En fait, c'est pas une problématique de harcèlement puisqu'elle n'était pas. C'est pas du harcèlement, mais c'est même pire. C'est pas du harcèlement, c'est une cabale. Oui. C'était une cabale qui a été menée contre elle. Après, la question que je me pose, est-ce que, finalement, qu'est-ce que ça aurait produit si elle avait finalement travaillé dans cet environnement où on ne voulait pas d'elle? Ça, c'est plus ma question. Et après, en amont, je pense que Rokhaya Diallo a très bien répondu à tous ses détracteurs. Enfin, j'ai vraiment suivi l'affaire et elle a répondu à ses détracteurs de manière extrêmement claire en remettant une assise sur ses principes. Et donc, du coup, je pense pas qu'elle soit partie perdante.
puisque à la suite du fait qu'elle ait été évincée, oui. on a eu tout le conseil, on a eu presque tout le conseil qui a démissionné. Oui, effectivement. Alors, revenons donc à des problématiques un peu plus simples. Rokhaya, c'est un peu une star là-bas, donc c'est vrai qu'elle peut se défendre elle-même. Alors, vos interlocuteurs, alors Oui. je prends le cas d'une employée dans une entreprise française ou dans une administration qui subit du harcèlement. Alors, votre interlocuteur, c'est le patron? Ah non. C'est qui votre interlocuteur? Ce sont les femmes qui sont sujettes à ce type de Oui, mais situation. à qui vous adressez? Vous vous adressez uniquement aux femmes, pas aux gens qui harcèlent? Non. Jamais? Non, puisqu'on se bat contre eux. Oui. Donc, mais oui, mais je veux dire, la femme qui est harcelée, oui. elle est harcelée par quelqu'un. Tout à fait. Et comment votre interface, à quel moment vous êtes l'interface? Vous n'êtes jamais l'interface entre la harcelée et la harceleur? Jamais. Jamais? Non, je m'occupe que de la personne harcelée, puisqu'en fait, mon travail en fait, va être d'établir avec la personne des stratégies de combat. Oui. Ah d'accord, uniquement. Uniquement. Donc si ça dépasse le cadre, ça va jusqu'au prud'homme, vous n'intervenez pas à ce moment-là? Alors en fait, moi je travaille avec tout un réseau d'avocats. Donc du coup, moi j'interviens que sur la stratégie à adopter, mais quand la stratégie le requiert et qu'il y a une question légale, je travaille aussi en collaboration avec d'autres avocats. Alors vous m'avez dit le harcèlement, c'est uniquement sur les cas de harcèlement que vous intervenez? Non, il y a le harcèlement moral, il y a le harcèlement sexuel, mais il y a aussi des vraies questions. Par exemple, j'interviens souvent en fait pour des personnes qui ont des problématiques salariales. Oui. Par exemple, c'est très fréquent qu'une femme noire vienne me voir et me dise Marie, voilà, mon problème c'est qu'un collègue vient d'arriver et il est payé beaucoup plus que moi alors que nous effectuons les mêmes postes. Un collègue, je veux dire, du même pays, de la même couleur de peau ou bien Bien souvent non, parce que en tout cas en France, dans le contexte français, quand on est femme et noire, souvent on est minoritaire dans l'espace de travail. Donc souvent quand elle me dit mon collègue ou ma collègue est payé plus que moi pour le même travail, elle n'est pas ni afrodescendante ni africaine. Bien souvent, cette collègue en question n'est pas afrodescendante. Et parce que récemment encore, il y a eu dans la région parisienne des femmes qui travaillent dans des hôtels. Qui ont eu de graves problèmes de salaire. Tout à fait. Vous n'êtes pas intervenu là, mais en fait, ce genre de problématique vous intéresse, entre guillemets. Tout à fait. Et j'interviens dessus à titre individuel, puisque pour l'instant, en fait, j'ai travaillé avec aucun collectif de salariés sur cette question. Donc, je vais intervenir au niveau individuel. Donc, comment réunir des preuves, comment argumenter au niveau de son patron. Est-ce qu'il y a une question légale sur cette problématique? Est-ce que c'est légal de payer un collègue plus alors qu'on fait le même travail, etc. Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes déjà intervenu pour des Antillaises? Ah oui. Évidemment. C'est la même problématique aussi, harcèlement sexuel, moral, etc. Tout à fait, c'est les mêmes problématiques. En fait, on se rend compte que quand on est minoritaire en France, l'espace travail est devenu quelque chose d'extrêmement pathogène. C'est vraiment un lieu, c'est un lieu discriminatoire, donc par essence un lieu de c'est grave ce que vous dites, le travail c'est un lieu discriminatoire. C'est un lieu discriminatoire, tout à fait. En tout cas, en France. En France? Et comment ça fonctionne alors? Je veux dire qu'aujourd'hui, puisqu'il y a des gens qui nous regardent et qui vous écoutent en ce moment, c'est même pas la peine d'aller travailler en France. On peut ne pas, si on a le choix, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une vraie problématique. Et en fait, la discrimination, elle intervient évidemment quand on est à son poste, mais elle intervient même quand on envoie des CV. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été réalisées récemment où on se rend compte qu'une personne qui a un nom à consonance africaine ou un nom arabe, par exemple, va devoir envoyer 4 fois plus de CV pour avoir un taux de réponse moindre. Je crois qu'aujourd'hui, les CV se font sans photo, je crois. Oui. Mais il y a d'autres moyens. On peut reconnaître que la personne n'est pas franco-française ou blanche à travers son nom de famille, par exemple. D'accord. Ensuite, si par exemple la personne a un nom et un prénom qui sonnent français... Il ne faut pas s'appeler Mamadou, Saïda, etc. Exactement. Mais moi, par exemple, je m'appelle Marie Da Silva, donc c'est impossible de savoir si je suis noire sur un CV. Mais par contre, quand je me présente en entretien, c'est là que la discrimination peut se faire. Comment vous réagissez personnellement? Personnellement, en fait, ce sera jamais quelque chose d'ouvert. C'est pas quelque chose de comment dire, c'est pas quelque chose de
comment dire, d'exprimer. En fait, c'est pas quelque chose d'exprimé directement, mais par exemple, je peux passer un entretien et savoir tout de suite si je vais être prise ou pas. Vous êtes né en France, vous avez le sentiment que la France d'aujourd'hui devient de plus en plus raciste? Je pense ou les moins d'un pays où le Front National a eu des montées aux élections assez importantes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui c'est un pays où le racisme est en train d'augmenter, de croître? Je dirais qu'en fait la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la même qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est simplement qu'aujourd'hui on a les moyens, on a beaucoup plus les moyens de la verbaliser. Oui. Ne serait-ce que par rapport aux médias, ne serait-ce que par rapport aux réseaux sociaux, qui sont de véritables lieux de résistance. On a les moyens de verbaliser ce racisme. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon père, quand il est arrivé il y a 30 ans maintenant, quand mon père est arrivé il y a 30 ans en France, il vivait aussi du racisme, mais il n'avait peut-être pas les moyens de le verbaliser comme moi je pourrais le faire aujourd'hui, par exemple. D'accord. Et cette verbalisation permet de faire reculer un petit peu les a priori racistes et autres? Après, on peut dire que j'ai une position peut-être très militante, mais oui. Je pense que la solution par rapport à ce problème que représente le racisme, en tout cas dans le cadre où j'interviens, c'est-à-dire le travail, il n'est pas dans l'explication ou la pédagogie. Parce que moi, je ne conçois pas qu'on ait comme ça un devoir de pédagogie, un devoir d'expliquer son humanité. Je pense que la solution, elle est beaucoup plus dans le rapport de force qu'on va pouvoir instaurer. Et si on regarde l'historique des luttes, ça s'est jamais fait parce qu'on a trouvé les bons mots pour parler à son oppresseur. Oui. Les luttes en fait ont pu aboutir vers quelque chose parce qu'il y avait un rapport de force réel. Oui, et donc, comme vous venez de le dire, vous êtes plus militante que coach ou coach militante? En fait, bien sûr, je suis militante à titre personnel, oui. Mais quand j'interviens pour une cliente, j'ai un vrai cahier des charges. D'accord. J'ai un vrai cahier des charges. Et donc, du coup, je peux très bien coacher une personne qui, politiquement, est à l'opposé absolu de ce que je suis. De vos convictions? Tout à fait. Alors, autre chose, on le dit maintenant, bon, dans 20-30 ans, l'Afrique aura près de 2 milliards d'individus. Ça signifie que les migrations seront plus importantes. Tout à fait, peut-être. Ça veut dire qu'il va falloir beaucoup plus de Marie-Silva, sur le territoire français pour intervenir chaque fois. Alors moi j'aimerais bien le jour où je cesse de faire ce travail, ça veut dire que tout va bien. Oui. Donc finalement j'espère. C'est pas à l'horizon de 2000, c'est à 2020 ça. Voilà, donc du coup oui, je pense j'aimerais pour l'instant j'ai l'impression d'être entre guillemets la seule sur ce terrain. Vous êtes la seule à. Oui, à chaque fois c'est ce que mes clientes me disent. Elles me disent mais Marie, t'es la seule à faire ce que tu fais. Oui. Surtout aussi parce que c'est un positionnement assumé, c'est-à-dire que mon positionnement de coacher que des femmes noires, enfin non blanches. Oui. C'est un positionnement qui peut paraître difficile à certains coachs d'avoir. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'intersection entre le racisme et le sexisme et ce que ça provoque comme dynamique. Oui. Et donc, vous n'intervenez que pour les femmes? Alors, certains hommes qui font appel à moi, ma clientèle principale, ce sont des femmes. Oui. Mais quand un homme, par exemple, fait appel à moi, je ne refuse pas. Il y a des cas où les hommes font appel à vous vraiment pour des problématiques aussi aiguës, entre guillemets. Alors souvent, pour les hommes, j'ai l'impression que c'est une question de salaire. Oui, j'interviens vraiment sur des questions salariales et pour l'instant, j'ai pas encore eu de clients harcelés. Oui. Non, j'ai pas encore eu ce cas, mais ça existe. Ça existe. Alors, je crois que vous faites demain une conférence en Guadeloupe pour votre premier passage ici. Alors, je ne vous ai pas posé la question en arrivant, mais je vous pose quand même la question. Quand vous arrivez en Guadeloupe, d'origine africaine, vivant en France, et vous débarquez ici, quel est le sentiment premier que vous avez? Alors, vraiment, beaucoup d'émotions. Ah bon? Oui, beaucoup d'émotions parce que y a énormément de choses ici qui me rappellent mon pays d'origine, la Guinée-Bissau. Donc du coup, forcément beaucoup d'émotions. Aussi l'étonnement en fait de voir l'attachement
des Guadeloupéens à leurs racines africaines. Par exemple, hier j'étais au carnaval et il y a notamment les groupes à peau. Ça vous a rappelé quelque chose? Voilà, ça m'a vraiment rappelé quelque chose. L'encens, le fait de se maquiller la peau, etc. Ça m'a vraiment rappelé des choses de là-bas. Oui, et donc les Antilles, pour vous, c'était une image touristique et en réalité, vous voyez que c'est autre chose. Bah, c'est autre chose. Ce que je vois aussi, c'est une terre en lutte. Oui. Par rapport à des problématiques hyper importantes. Par exemple, c'est juste avant de partir, quand j'ai échangé avec des personnes guadeloupéennes pour mon atelier, que j'ai découvert cette problématique du chlordécone, par exemple. Oui. Parce qu'en France, on n'en parle pas du tout. Du coup, c'est en interrogeant des Guadeloupéens pour mon atelier que finalement la discussion a dérivé sur ça. J'ai aussi beaucoup lu concernant les luttes syndicales. Et donc, du coup, pour moi, la Guadeloupe, c'est une terre de tourisme qu'il faut découvrir, évidemment, mais c'est aussi une terre en lutte et ce côté-là m'intéresse énormément. Oui, et donc, à la limite, il y aurait du travail pour vous ici. Peut-être, oui, je pense. En tout cas, l'atelier de demain, ça va être sur les stratégies de résistance que l'on peut adopter face au racisme. Alors, j'aime bien le mot parce qu'en Guadeloupe, résistance, ça a une autre connotation par rapport à beaucoup d'autres choses. Alors, quand vous dites résistance, quelqu'un qui est harcelé dans son emploi, quelle forme de résistance cette personne peut opposer à son harceleur? Tout à fait. En fait, c'est plutôt... En fait, la vraie question, c'est quand je suis, par exemple, en tant que personne soumise à un harcèlement ou à une question de souffrance au travail, quels sont les moyens que j'ai individuellement de reprendre le pouvoir? Oui. Donc il y a déjà le fait que quand on est par exemple harcelé ou quand on n'est pas bien au travail, il y a quand même cette forme de j'ai envie de dire de noyade, parce qu'on se sent totalement immergé dans cette situation. Et donc moi en fait je suis là pour prendre du recul et dire à la personne voici les éléments dont tu peux te servir pour te battre. D'accord. Donc c'est en ça qu'on parle. Ce sont des éléments juridiques, légaux, psychologiques. Alors je vais plus travailler sur les éléments psychologiques, comment gérer son stress, comment gérer les confrontations. Comment gérer la peur? Comment gérer la peur aussi, je suis beaucoup sur ça évidemment, et surtout faire comprendre à la personne que dans sa situation, il y a vraiment des leviers en fait qu'elle peut actionner. J'ai le dernier cas que j'ai traité en tête où j'avais une personne en fait qui se faisait harceler par son patron, et on a mis en place en fait un protocole pour que le patron puisse enfin comprendre que c'était plus qu'il n'avait plus la possibilité de le faire. Oui, et ça marche? Ça fonctionne, oui. C'est-à-dire que vos clients, ou vos clientes, puisque nécessairement ce sont des femmes, après, elles sont, entre guillemets, elles arrivent à vaincre le stress du harcèlement. Elles arrivent à vaincre le harceleur. Ou le harceleur, vraiment? Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, c'est pour ça que je fais ce travail, pour avoir ce type de victoire. Oui. Bon, quand je me posais la question, les harceleurs, en général, ils sont africains ou blancs? Ils sont de toutes les couleurs. En fait, pour l'instant, honnêtement, j'ai eu que des... par exemple, dans les cas vraiment de harcèlement... dans les cas de harcèlement sexuel ou moral, ça peut sexuel, je comprends, aussi bien des hommes que des femmes blanches. Dans un cadre français. Ouais. Et enfin, je reviens sur ce que on disait tout à l'heure. Et ce harcèlement, il est à la limite, à la frontière du racisme, ou c'est uniquement du harcèlement entre guillemets pur et dur? En fait, l'horreur du racisme, en fait, c'est qu'il est immersif. Oui. C'est que on est, qu'on le veuille ou non, on est dedans tout le temps. Donc il y a toujours une donnée. Par exemple, quand je parle par exemple sur la question du harcèlement moral, parfois le harceleur est totalement surpris que la victime se défende. D'accord. Parce qu'il y a un côté attention. On t'a quand même donné un travail alors qu'on sait très bien que c'est pas évident pour toi. D'accord. Voilà, donc on s'attend à ce que la personne n'ait pas la force de riposter. Est-ce que le mouvement qui a été initié en France, Balance ton port, est-ce que ça a créé dans la communauté afro-antillaise ou africaine ou afro-descendant des réactions? Il y a eu des africaines ou des afro-descendants qui ont balancé? Alors je
Je pense, oui. Oui. Évidemment, oui. 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 Après. C'est pas arrivé jusqu'à vous, je veux dire. Dans vos contacts professionnels, enfin avec les gens, vos clients, vous n'avez pas eu ce genre de retour? Je pense avoir des clientes qui effectivement se sont exprimées en fait sur ce hashtag. Après maintenant qu'il y a eu des dénonciations, moi je suis toujours à l'étape d'après, qu'est-ce qui sera fait en fait? Oui. Et on se rend compte que même si ce mouvement a permis de libérer une certaine parole, la question du pouvoir elle est centrale, c'est-à-dire quel type de femme on va écouter, parce que bien avant Balance ton port, il y avait Nafissatou Diallo et son affaire avec DSK, et on se rend compte qu'elle n'a pas eu droit à la même compassion, à la même écoute. C'est clair. Alors il est 12h55, on va se quitter tout de suite, mais tous mes invités du mois de l'Afrique, je leur ai tous posé la question, je vous la pose aussi, sur la question du franc CFA, quelle est votre position? J'espère qu'un jour je me réveillerai et qu'il n'existera plus, c'est sûr. Oui. Parce que Kémy Séba mène un combat, enfin vous connaissez, j'imagine. Tout à fait. Enfin, lui, il va être sur une réflexion, bien évidemment, de transformation collective de la société. Oui. Et moi, j'interviens au niveau individuel. La révolution, je la pense au niveau individuel. Mais vous sentez que c'est un combat qui avance? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que on est au tout début, on est au balbutiement de ce combat, mais j'ai l'espoir qu'il avance très très vite. Mais écoutez, Marida Silva, je vous remercie d'être venue. On rappelle le rendez-vous, donc c'est demain jeudi à Goyave. Demain, alors ce sera mardi à Goyave. J'espère que je l'ai bien prononcé. Oui, c'est bien ça. Alors il y a un atelier de stratégie de résistance. Atelier de résistance au racisme en milieu professionnel. Tout à Goyave. Fait. Demain à 10h. Et il faut réserver au 0690 de 9h à 13h. Hein. Tout à fait, de 9h à 13h. Oui. Et mercredi, il y aura un atelier sur le harcèlement moral et sexuel entre femmes, 10h Goyave. Aussi à Goyave, deux ateliers. Mais écoutez, on vous remercie d'être venu. Merci à vous. Il va être 13h, on va prendre la pause de publicité, puis on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci. Voilà, juste un petit retour pour vous rappeler donc que bien sûr Canal 10 est en direct du carnaval à partir de tout à l'heure sur tous les fronts et jusqu'à mercredi. Mais je voulais revenir simplement sur cette conférence qui aura lieu demain et mercredi. Alors, premier atelier, c'est un atelier de résistance au racisme en milieu professionnel qui est donc animé par Madame Marie Da Silva que vous venez de voir. Et deuxième conférence, atelier, stratégie de défense contre le harcèlement moral et sexuel en entreprise réservé aux femmes, toujours à Goyave. Et ça aura lieu de 9h à 13h. Alors pour ces deux ateliers, un seul numéro, le 51 86 67. Alors il faut savoir que je viens d'apprendre que depuis que Kémy Séba est arrivé en Guadeloupe, tous les numéros de téléphone des gens, organisateurs du mois de l'Afrique ont disparu, sont en panne, sont coupés miraculeusement ou comme par hasard. Bon, enfin, en tout cas, le mois de l'Afrique continue. Kémy Séba, qui était tout à l'heure en animation quelque part en Guadeloupe, va quitter la Guadeloupe cet après-midi. Alors probablement, quand il aura quitté la Guadeloupe, subitement, tous les téléphones qui ont été coupés le seront. Le mien n'est pas encore coupé, mais enfin, je rappelle donc pour les ateliers de demain animés par Marie Da Silva, 51 86 67, il faut s'inscrire au préalable. Voilà, je vous remercie d'être avec nous. Je vous donne rendez-vous avec l'équipe Carnaval de Canal 10. Ce sera à partir de tout à l'heure en direct sur cette même antenne. Salut, on se retrouve jeudi pour un prochain ZCL.